Il y a une scène de film que tout le monde a vue et qui pourtant n'a choqué personne. Dans le final d'Harry Potter et la Chambre des Secrets, à la fin, Harry se bat contre le basilic, qui est cet immense serpent dégueulasse. Et il gagne le combat en lui transperçant la gueule grâce à son épée, mais en lui portant le coup de grâce, le basilic lui laisse un croc coincé dans le bras. Harry arrive à l'enlever, sauf que le venin du basilic est mortel. Donc, à ce stade de l'histoire, Harry est condamné à mort. Sauf qu'au loin, il y a le phénix de Dumbledore, Fumsec, qui arrive. On sait tous que le phénix est un archétype bien connu de l'animal qui est capable de renaître de ses cendres. Et alors qu'on pensait qu'Harry était perdu, Fumsec dépose quelques larmes sur la blessure d'Harry, et la blessure cicatrise immédiatement. Et là on se dit, normal, Fumsec est un phénix, s'il peut renaître de ses cendres, c'est qu'il doit avoir le pouvoir de guérir de ses propres blessures, donc ce n'est pas si étonnant que ça qu'il puisse guérir celles des autres. Très bien. L'archétype du phénix est tellement ancré en nous depuis des siècles et des siècles, dans les recoins les plus profonds de notre psyché, que on sait très bien que ça n'existe pas, sauf que si on la voit régulièrement dans des fictions, c'est que cette figure du phénix est régulièrement réactivée, depuis la nuit des temps, encore une fois, par des humains, par moi, par toi, par tous ceux qui veulent l'utiliser dans leur production. Et j'imagine que si elle est réactivée, c'est bien que cette métaphore, cette image, nous est d'une quelconque utilité. La métaphore du phénix peut nous aider à comprendre pourquoi, malgré toute la bonne volonté qui nous anime, on n'arrive pas à installer certaines bonnes habitudes, que ce soit faire du sport, manger sainement, se lever tôt. Et en comprenant pourquoi on n'arrive pas à les installer durablement, on va pouvoir faire en sorte qu'elles s'installent sur le long terme. Je te donnerai quelques exemples très concrets et surtout les deux avantages massifs de la réflexion que je te propose. Pour moi, il y a deux manières de regarder les mythes. Soit on se dit que c'est un ensemble de croyances d'un autre temps, peuplé de bébêtes imaginaires, d'exploits impossibles, et à ce compte-là, ça ne nous touche pas. Soit on se dit que ces symboles sont millénaires et qu'ils doivent bien avoir un rôle dans notre socialisation, ne serait-ce que parce qu'ils sont réactivés régulièrement dans des contes pour enfants, dans des univers fantastiques, comme Harry Potter par exemple. Et donc je pense que c'est pas un pari si idiot que ça. Je reviens à Harry Potter et à la Chambre des Secrets. Lorsqu'Harry était bébé, Voldemort a tué ses parents et a essayé de tuer Harry. Sauf que, en lui jetant le sortilège, il n'y est pas arrivé, d'où la fameuse cicatrice qu'il porte sur son front. Mais la cicatrice n'est pas la seule conséquence de cet affrontement, de cette confrontation. Voldemort a laissé un peu de mal chez Harry Potter. Et Harry s'en rend compte au début du deuxième tome de la saga, la Chambre des Secrets, parce que pendant un duel, il est capable de discuter avec le serpent que le petit blond lui lance, Malfoy. Donc, à ce moment-là, Harry se rend compte qu'il parle le fourche-langue, qui est la langue maléfique dans la saga d'Harry Potter, que Voldemort ne l'a pas marqué que superficiellement. Le basilic qu'Harry affronte à la fin parle aussi le fourche-langue. Harry l'entend en permanence dans le château. Donc, à la fin du film, à la fin du tome, lorsque Harry affronte le basilic, il n'affronte pas seulement un monstre, il affronte ce qu'il y a de pire en lui. Et ce n'est qu'à ce prix-là, parce qu'il a osé se dresser contre le mal en lui, symbolisé par le basilic, qu'il est sauvé par le phénix. C'est quand même une drôle de coïncidence, non? Il aurait pu être guéri par n'importe quoi, par une potion, par une formule magique, par un sortilège, mais non! Seules les larmes du phénix pouvaient le sauver. Seules les larmes de celui qui sait se mettre en cendres pouvaient le sauver. Et si je fais cette vidéo, c'est pas juste pour parler d'Harry Potter, c'est aussi pour que ça puisse nous servir à tous, parce qu'après tout, ces mythes, ces symboles ont une fonction sociale. Imaginons qu'aujourd'hui tu essayes d'installer des habitudes qui ne prennent pas dans ton quotidien. Pour faire simple, imaginons que tu veux te mettre au sport. T'essayes, ça dure 72 heures, et puis finalement t'abandonnes. Et c'est très souvent ce même schéma qui se répète. On est très enthousiaste à l'idée de se mettre à un nouveau projet, à une nouvelle habitude, on s'y met, et on finit par abandonner parce qu'on oublie souvent un point essentiel. On oublie de se demander quel est le prix à payer pour pouvoir installer cette nouvelle habitude. Et ce n'est pas seulement persévérer qu'il faut, il faut que cette habitude puisse se trouver dans un écosystème où elle peut s'épanouir tranquillement. Si elle est menacée par des intérêts contradictoires,
elle t'abandonne. C'est même pas toi qui l'abandonne, c'est elle qui t'abandonne. Pourquoi? Parce que tu n'as pas su mettre en cendre les habitudes qui entrent en conflit avec celles que tu veux installer. Maintenant, prendre conscience que le contexte dans lequel on veut installer une nouvelle habitude est au moins aussi important que la nouvelle habitude en tant que telle est très important pour au moins 2 raisons. La première, c'est que c'est à ce prix-là qu'on peut former une bonne habitude. Je te donne quelques exemples très concrets. Tu veux faire du sport? Très bien. Pour ça, il faut avoir de l'énergie, donc se nourrir correctement. Se nourrir correctement, ça veut dire mettre en cendre l'habitude de manger n'importe quoi. On connaît tous, par exemple, des gens qui se mettent à fumer et se mettent au sport, enfin qui essayent du moins, parce que c'est jamais très durable. Tu veux te lever tôt, mais si tu ne mets pas en cendre ton habitude de te coucher à 1h du mat, c'est voué à l'échec. Tu veux te mettre à lire, très bien, mais si en parallèle de ça, tu continues à utiliser des technologies qui saccadent ton attention, ça va être très difficile d'atteindre le degré de concentration nécessaire pour entrer dans la lecture. Une habitude, c'est une graine que tu plantes dans un terreau. Si tu la places dans un amas de mauvaises herbes qui lui volent toute son eau, qui lui cachent tout son soleil, jamais elle ne verra le jour et jamais elle ne délivrera toutes ses promesses. Et si tu fais attention qu'autour d'elle, il n'y ait pas de plantes qui lui volent son énergie, que tu arraches les mauvaises herbes, alors elle s'épanouira et t'épanouira en retour. La deuxième raison pour laquelle cette prise de conscience est importante, c'est que ça nous permet d'être beaucoup plus sélectifs sur les habitudes qu'on veut installer ou les projets dans lesquels on veut se lancer. Si tu n'es pas prêt à abandonner certaines habitudes, tu t'épargneras beaucoup d'efforts, beaucoup de peine, beaucoup de désillusions si tu n'essayes pas de t'embarquer dans une nouvelle aventure qui est perdue d'avance. Je conclurai simplement là-dessus. On dit souvent qu'il ne faut pas essayer de mettre en place plusieurs habitudes à la fois, et c'est tout à fait vrai. Mais peut-être que pour pouvoir en installer une bonne, il faut savoir mettre en cendre plusieurs mauvaises habitudes et oser affronter le mal, comme Harry Potter.